RMC, After Marseille, Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast After Marseille. Très heureux de vous retrouver cette semaine avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut Alex, salut Alex. Salut Nico, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas l'After Espagne ici, oh. Non, je suis là parce que Karine Galli est en congé, je crois. D'accord. Donc je la remplace au pied levé. Eh ben, ça me déplaît pas non plus. Ça, je Merci, elle le prendra très bien. Bah, je l'aime beaucoup, Karine. Alex Jacquin de la Provence, habitué du podcast After Marseille, est avec nous. Salut Alex. Salut Alex. Salut Rémi, salut Nico, salut à tout le monde. On va passer 26 minutes précisément ensemble, hein. Un peu plus si on prend du plaisir. Cette semaine, messieurs, on va en profiter pour faire le bilan de la première partie de saison de l'OM. Après 16 journées, certes on n'est pas à mi-championnat, mais presque 16 matchs sur 34 possibles. Cette saison, on retrouve la Ligue 1 en 2026, avec notamment la réception de Nantes pour lancer l'année et tenir l'objectif du podium. 6 matchs avec des champions également, on en reparlera. 3 victoires, 3 défaites, 9 points. Bien lancé l'OM vers une qualification pour les playoffs. Cette question cette semaine, est-ce que l'OM aurait pu mieux faire? Faut-il être satisfait de cette première partie? Je vais vous demander également votre top joueur, votre flop joueur, votre coup de cœur joueur et le joueur à suivre en 2026. Ça fait 5 fois joueur en 5 phrases, ce qu'on appelle une répétition. Vous écoutez le podcast After Marseille, c'est parti! Alors d'abord, un petit bilan global sur ces 5 premiers mois de la saison marseillaise. Messieurs, l'OM est 3e de Ligue 1. On a préparé d'ailleurs une petite infographie là-dessus. Le bilan comptable, c'est 32 points, 10 victoires, 2 nuls, 4 défaites. C'est 1 point de moins que la saison dernière. On est dans les standards marseillais actuels. Après 16 journées, l'OM était 2e avec 33 points à 7 longueurs du Paris Saint-Germain. Sur les stats aussi, ça c'est intéressant, Marseille marque 1 but de moins cette saison, mais encaisse moins. On va en parler, on sait qu'il y a un effort qui a été fait sur le mercato au niveau défensif. 15 buts encaissés contre 19 la saison dernière. On a donc une première partie de saison similaire, quasiment similaire en tout cas. Faut-il la juger de la même façon, les juger ces deux saisons au regard des ambitions et de recrutement cet été? De Zerbi, lui, il a dit, il n'est pas pleinement satisfait, Rémi. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a des matchs que l'OM aurait même dû gagner. Je pense notamment au match contre Angers ou plus récemment face à Toulouse où à chaque fois il y a une égalisation dans le temps additionnel de l'adversaire. Donc ça fait des points en moins. Je comprends Roberto De Zerbi parce que c'est vrai qu'en étant 2e la saison dernière, Marseille se doit de faire aussi bien, voire mieux cette saison, sachant qu'il y a la Ligue des Champions. Donc voilà, faut quand même tempérer, on va dire, le jugement. Mais c'est vrai que l'OM aurait pu faire mieux sur ce. Alex, avec ce mercato qu'on a loué, les idées, les renforts défensifs, même offensifs, est-ce que tu es un peu déçu par le rendement de cette équipe-là, version 2025-2026? Non, déçu, c'est un mot très très fort. Il faut pas oublier une chose, c'est que sur les 4 défaites, 2 sont produits cet été. Il y a Rennes-OM, il y a la défaite à Lyon. Et après, même Pablo Longoria l'a répété en conférence de presse. Il dit que pour lui, une saison commence le 1er septembre. Bon, on peut débattre là-dessus, parce qu'à ce compte-là, il faudrait faire commencer les matchs le 1er septembre. Mais il faut pas oublier l'été compliqué que l'OM a eu en coulisses. Après ça, en championnat, on peut dire quand même que le bilan, il est globalement très très satisfaisant, et en Ligue des Champions l'OM est en course pour se qualifier pour les barrages, ce qui n'était pas gagné, et non, pour moi je suis pas du tout déçu par cette première partie de saison. Il faudrait quand même être, je pense que faut être de mauvaise foi pour être déçu. Le truc, c'est qu'il faut pas tout exagérer. Moi, quand je lis l'interview par exemple de Mehdi Benatia dans la Gazzetta ce matin, lui il dit justement on est 3e, faut voir d'où on vient. Bon, il a raison. Par contre, quand il dit aujourd'hui on a ramené des joueurs comme Pavard, comme Greenwood, on n'avait pas ça avant, ça c'est pas vrai. Par contre, je suis désolé, mais avant qu'il arrive, il y avait quand même du Alexis Sanchez, il y avait quand même du Saliba, du Matteo Guendouzi, ça c'est pas vrai. Mais par contre, sur le côté, il faut une bonne première partie de saison quand même. Je veux dire, évidemment, on est à Marseille, on critique, on en veut toujours plus. Mais il faut quand même savoir rester lucide, et la première partie de saison, elle est me semble aussi bonne que celle de la saison dernière, avec un encouragement qui est que cette fois à Marseille, dans cette équipe-là, il y a une défense qui tient à peu près la route. C'était pas le cas l'année dernière. 15 buts encaissés, c'est moins d'un but en moyenne par match cette saison en Ligue 1, la Ligue des Champions également. Tiens, une question les gars, si vous devez ressortir un match référence de cette première partie de saison à Marseille, serait lequel, toi, Rémi? Moi, alors, si t'en veux un, c'est pour moi Marseille-PSG, parce qu'il y a la victoire contre Paris, qu'ils marquent en début de match et surtout ils tiennent le score. Alors après, certains diront que Paris n'avait pas tout son effectif, ok, certes. J'aime bien aussi le match face à l'Union Saint-Gilloise où tu vois qu'ils ont su encore une fois préserver le score, qui est un défaut cette saison pour l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai bien aimé aussi la victoire à Strasbourg, dans la foulée de Marseille, de Paris justement. Tu peux être mené 2-0, finalement tu gagnes. C'est une confirmation
possession. C'est le genre de match que Marseille avait plus de mal à gagner la saison dernière. J'ai pas oublié également les 45 premières minutes sur le terrain du Sporting en Ligue des Champions, qui sont brillantes, je trouve. Peut-être la meilleure copie sur une mi-temps de l'OM, bien sûr, avant l'exclusion, avant le rouge d'Emerson. Alex, toi, c'est quoi ton match référence ? Écoute, moi, c'est paradoxal, mais je vais citer une défaite. Et je trouve que l'OM a été exemplaire à Madrid. Voilà, au moment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. À ce moment-là, tout le monde attend que l'OM se fasse marcher dessus, piétiner et humilier à Santiago Bernabéu, et ce ne fut pas le cas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, Timothy Weah, la bascule, elle est à ce moment-là. Il y a d'autres matchs il y a d'autres joueurs qui ce soir-là ont aussi fait de bonnes prestations. Et on se dit à ce moment-là, en fait, l'équipe qui vient d'être construite, elle a le niveau pour rivaliser quand même dans le très haut tableau de Ligue 1 et ne pas être catastrophique en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est là la référence, même si l'OM a perdu. Mais ensuite, tu as aussi le match contre Newcastle, évidemment, au Vélodrome, qui est pas abouti sportivement, mais c'est une victoire importante qui fait basculer le. C'est vrai. T'as raison. Très importante. Voilà. Face à un Newcastle un peu décevant, faut le dire aussi, quand c'est la réalité. Le pire match. Je me permets de te couper, mais on dit toujours l'adversaire est décevant. Alors, je veux pas faire mon Marseillais de base. Quand l'adversaire est décevant, c'est aussi parce que l'OM joue bien et met en défaut son adversaire. Après, ce soir-là, on a un grand Aubameyang aussi. Voilà, ça se fait sur 2 buts en 3 minutes d'Aubameyang. T'as raison. Voilà, c'est ça. Mais il y a une symbolique dans ce match-là, quoi. Tout à fait. Pire match, Atalanta, horrible Atalanta. Ouais. Atalanta, pour moi, c'est le pire match. Je crois que. Il y a Lille plus récemment aussi en Ligue 1, quoi. Ouais, parce que Lille, franchement. Atalanta méconnaissable, intensité zéro. En fait, le problème, je trouve, à l'Atalanta, je suis d'accord avec toi, parce que voilà, on commençait déjà, entre guillemets, à identifier les problèmes de Marseille cette saison, et finalement, on s'attend à autre chose. Et pour la lecture du match, je trouve qu'ils font les matchs en fait, qu'on a l'habitude de voir quand ils sont pas bons. Et c'est exactement qu'en plus, il y a cette victoire de l'Atalanta avec ce but polémique sur la fin. Mais bon, c'est vrai que c'est un des pires matchs. Alex ? Lille, c'est horrible. Lille, c'est horrible. Franchement, Lille, c'est horrible. On aurait dit l'OM de Mitchell de l'époque. Mais c'était horrible. Bon, voilà pour Lille. Alors, question sur là on parle de contenu au global, enfin sur des matchs en particulier. Est-ce que tu as le sentiment, Alex, qu'il y a une évolution de Zerbi ? Est-ce qu'il met de plus en plus sa patte sur cet effectif-là par rapport à son OM de la saison dernière ? Est-ce que tu vois simplement un progrès dans le jeu développé par l'OM ? Ça dépend des rencontres en fait. J'ai vu un énorme progrès en septembre-octobre. Je suis un peu déçu là ces dernières semaines, mais je trouve qu'il a eu l'intelligence quand même de sécuriser les bases arrière. Parce que le grand défaut qu'on fait à Roberto De Zerbi, c'est évidemment de prendre trop de buts, de prendre trop de risques. Et j'ai l'impression, mais chaque fois que je dis ça, le match suivant, il y a 2 boulettes, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de risques derrière, et que de temps en temps, on joue moins à la baballe dans la surface, ce qui peut coûter des buts, et on l'a vu la saison passée notamment. Donc ça, j'ai l'impression qu'il a un peu évolué. Là où je suis un petit peu déçu, c'est au niveau du rendement du milieu de terrain. Après, c'est sûr, l'OM perd Rabiot, renforce sa défense, mais le bilan du milieu de terrain 4 mois après le départ de Rabiot, c'est que le milieu de terrain, l'entrejeu est plus faible qu'à l'époque. Donc ça, je suis un petit peu déçu. Voilà. C'est-à-dire que devant la patte de Zerbi, elle est là. Ouais. Oui. C'est-à-dire que devant on fait le boulot incontestablement avec ce trio que l'OM a trouvé incontestablement. Paixão, on en parlera également, Greenwood, Aubameyang pour l'instant en attendant le retour de Traoré et de Gouiri. C'est aussi, on va en parler. Défensivement, t'as raison, c'est beaucoup plus solide, hermétique que la saison dernière, mais le milieu de terrain, c'est le souci pour l'instant. Et pourtant c'est important à un point. Alors pour vous dire, on vous montre l'équipe type en termes de temps de jeu cette saison pour l'OM. Alors tu retrouves le trio dont tu parlais, Nico, avec Paixão, Aubameyang et Greenwood. On a mis Murillo côté droit, en piston droit, Emerson côté gauche, Højbjerg et O'Reilly, parce que O'Reilly fait partie des milieux qui jouent quasiment le plus, avec une défense à 3, Aguerd, Balerdi et Pavard, et évidemment dans les cages Rouli. Au-delà de ça, je pense qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, mais c'est le problème du meneur de jeu entre guillemets à l'OM. On a vu que
Roberto De Zerbi a essayé plusieurs joueurs à ce poste. Il n'y a pas de véritable titulaire. Alors après, on vous a mis O'Reilly sur cette compo parce que lui a joué quasiment plusieurs fois en tant que meneur de jeu. Il y a aussi Barcola, il y a même eu Amine Gouiri, il y a eu Vermieren, il y a eu vraiment pas mal de joueurs, Bilal Nadir notamment. Voilà, il n'y a vraiment pas eu, on va dire, de joueurs qui s'est imposé de manière forte à ce poste-là. C'est peut-être aussi pour ça que parfois notre ami Roberto De Zerbi a changé de système avec voilà, des pistons ou une défense à 4 suivant l'adversaire. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, je rejoins ce que dit Alex, c'est que, en tout cas, je ne sais pas s'il est plus faible, mais il y a moins de certitude. En tout cas, ça c'est sûr, parce qu'il faut rappeler aussi que Adrien Rabiot jouait à la fois numéro 10 et parfois il jouait même quasiment ailier gauche en soutien de l'attaquant. Donc c'était un peu particulier comme poste pour lui aussi. Qui tu ressors comme milieu de terrain, puisqu'on est sur ce secteur-là du 11 marseillais, Alex? Écoute, ressortir en milieu de terrain. C'est pas évident, il n'y en a pas un qui s'impose. Le truc, c'est que je vais te le ressortir négativement, quoi. Moi, je suis quand même déçu d'O'Reilly, quoi. Il a quelque chose, il a une touchée de balle, évidemment, c'est un joueur élégant, mais il n'est pas du tout au niveau de Rabiot. On lui demande pas d'être au niveau de Rabiot, mais quand tu remplaces Rongier, Rabiot par Vermieren, qui a beaucoup de qualité, mais Vermieren, O'Reilly, tu affaiblis ton milieu de terrain. Peut-être que dans les mois à venir, ils vont s'affirmer. Mais moi, Vermieren fait une très bonne première partie de saison. O'Reilly, je suis un peu mitigé. Je vois pas. La porte, ouais, il fait des passes décisives, il est élégant, mais c'est pas du niveau, de l'attaque ni du niveau de la défense. C'est ça, il manque quelqu'un dans l'entrejeu marseillais, un profil plus offensif, capable de porter le ballon, de casser des lignes, soit par la passe, soit par la conservation ou le dribble. Ça, on peut faire confiance à l'ami Mehdi Benassia pour essayer de ramener un joueur dans ce secteur-là, si possible pour pas cher, puisque faut rappeler quand même qu'il a ramené des joueurs quasiment gratuitement, et en tout cas soit en prêt avec option d'achat, soit libre. On va parler d'un profil potentiellement offensif au milieu de terrain, mais qui est une déception cette saison dans un instant. Je rappelle juste que Ligue des Champions aussi, c'est pas terminé pour la phase de Ligue. Il y aura Liverpool le 21 janvier, Bruges le 28 janvier. Vous écoutez le podcast After Marseille avec Rémi Dumont, avec Alex Jacquin de la Provence. On fait une courte pause et on revient pour les tops et les flops de Rémi et Alex cette saison. Le podcast After Marseille, Rémi Dumont et Alex Jacquin. Les gars, on fait le bilan de cette première partie de saison marseillaise. C'est parti pour top flop joueurs. Joueurs à suivre en 2026, également votre coup de cœur sur les 5 premiers mois de compétition. Commençons par votre top saison marseillaise pour l'instant. Rémi. Greenwood, forcément, c'est le meilleur buteur de l'équipe. 14 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec l'OM en 21 matchs, 4 passes décisives, 1715 minutes jouées cette saison. C'est le joueur le plus utilisé par Roberto De Zerbi cette saison. Rappelez juste que l'année dernière, après 21 matchs, il en était à 13 buts et 4 passes décisives. Là, c'est 14 buts cette saison et 4 passes décisives. Il est donc le meilleur, sachant qu'il y a des matchs de Ligue des Champions qui se rajoutent. Et c'est aussi le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison au moment où on se parle, avec 11 buts en Ligue 1. Il est plus fort que la saison dernière, on est d'accord, Alex, Greenwood, encore il a monté le curseur d'un cran. Franchement, il est plus fort que la saison dernière, et il ne faut pas oublier que c'est un joueur, s'il n'y avait pas eu son affaire personnelle, l'affaire qu'on connaît, il ne serait pas à l'OM. Voilà, l'OM a saisi sa chance, mais c'est un joueur sportivement, footballistiquement, qui est du top niveau européen, et qui serait dans un grand club, dans un grand championnat. Je ne dis pas que l'OM n'est pas un grand club, mais qui serait dans un grand championnat, qui serait encore en première ligue, et qui serait un candidat crédible au Ballon d'Or, qui serait dans les 5-6 candidats crédibles au Ballon d'Or. Il est quand même sportivement, il est exceptionnel. Alors après, évidemment, on va toujours dire, il faut qu'il fasse plus de travail défensif. Mais attendez, je veux dire, si l'OM est en Ligue des Champions cette année, c'est en grande partie grâce à lui. Si l'OM est encore en Ligue des Champions en course, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Si l'OM est à ce niveau en Ligue 1, c'est en partie grâce à lui. Enfin, on n'a pas vu un joueur comme ça depuis des décennies à Marseille, quand même. Il a un niveau technique, efficacité d'un grand club européen. Exactement. Alors, il en a parlé Longoria aujourd'hui en conférence de presse, ce jeudi en conférence de presse, pour sa traditionnelle prise de parole de mi-saison. Il a précisé les contours du contrat. Il appartient
appartient à Marseille, certes, mais Marseille n'a que pour l'instant 60% des droits économiques du joueur. D'où le prix. Le reste appartient à United. Il sera demandé, ouais. Voilà. Il espère monter très vite à 65% des droits économiques du joueur pour la suite, pour l'avenir de Mason Greenwood. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Son apport et son évolution, Rémi? Elle est incroyable, d'autant plus que autant la saison dernière, on va dire que la Ligue 1 le connaissait pas vraiment. Cette saison, les adversaires sont avertis, mais je voulais vous montrer aussi une statistique en termes de temps de jeu. On vous en parlait tout à l'heure. Mason Greenwood est le joueur le plus utilisé cette saison par Roberto De Zerbi. Plus que Rouli encore. Plus que Rouli, puisque Mason Greenwood en est à 1715 minutes, donc c'est le premier en temps de jeu. Derrière, c'est Rouli 1710, ensuite Højbjerg 1599, Aubameyang 1478 et Emerson 1419. Hormis Greenwood, tous ces joueurs dans cette infographie ont 30 ans ou plus. 30 ans pour Højbjerg, 33 pour Rouli, 36 pour Aubame et 31 pour Emerson. Juste pour vous dire que voilà, vu l'âge de notre ami Greenwood, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait dans un championnat qui maintenant le connaît, même s'il est toujours très difficile à défendre avec ses deux pieds. Bon, écoutons Pablo Longoria qui a aussi parlé donc de Mason Greenwood aujourd'hui en conférence de presse. Olympique de Marseille a aujourd'hui 60% des droits économiques des joueurs, naturellement 100% des droits sportifs, avec une possibilité, avec prochaine qualification en Ligue des Champions, d'augmenter de 5%. Dans ce cas, on est très content de l'évolution de Mason. Non? Le travail que fait Roberto De Zerbi avec lui, c'est un travail extraordinaire. Moi, je suis content quand il fait but, mais chaque fois que je vois qu'il va au pressing et qu'il cherche à récupérer un ballon et tout ça, ça me rend un double plaisir avec lui. Je crois que dans ce moment, c'est l'évolution individuelle et l'évolution collective qui lui porte à ce niveau dans lequel on est content, on sait qu'on a un très bon joueur et on est très content de pouvoir avoir et continuer à travailler avec Mason. Non? Alors on verra la suite, le prochain mercato, pas d'hiver, mais l'été prochain, l'avenir de Greenwood. Effectivement, il est poursuivi par cette affaire-là. Il y a des championnats peut-être qui seront moins réceptifs à sa situation contractuelle, notamment l'Angleterre, où a priori il ne pourra plus jamais jouer. Mason Greenwood. On est d'accord, Alex, toi aussi, ton top c'est Greenwood. Oui, complètement. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait ressortir, mais bon, c'est au-dessus du lot. C'est pas possible, quoi. Il est largement au-dessus du lot. Ton flop, Alex? Mon flop, c'est Angel Gomez. Ah bah oui, mais là... Angel Gomez. Mais est-ce qu'on est surpris totalement ou pas? Parce que quand il arrive, on dit le gros coup de Marseille, incroyable. C'est un mec qui a toujours été blessé, irrégulier. Il jouait plus beaucoup à Lille en plus. Ouais. Mais disons que j'espérais qu'il amène un petit truc supplémentaire, une qualité technique au milieu. Et en fait, non, il s'est noyé dans cette première partie de saison. Il me fait penser, alors c'est pas exactement le même profil, mais il me fait penser à Koné qui avait l'année dernière, le Canadien, qui est finalement reparti à Rennes. Ces joueurs dont on attendait finalement, qui ont été vendus comme des joueurs qui vont quand même changer l'image du milieu de terrain, et en fait pas grand chose, même s'il y a des qualités, mais c'est pas au niveau de ce qu'on attend pour l'instant. Donc pour moi le flop c'est lui, parce que je l'attendais un petit peu, quoi. On pourrait mettre Egan Riley aussi derrière, mais Egan Riley est arrivé libre, il vient de D2 anglaise, bon, voilà, mais moi le flop, j'irais Angel Gomez. Voilà. Rémi. Angel Gomez rappelait que justement, il arrive libre de Lille, c'est pas facile à dire, et joue plus à Lille les 6 derniers mois parce qu'il ne prolonge pas aussi avec Lille. Moi, quand je le vois arriver, je me dis c'est top parce que c'est un joueur de ballon, c'est un De Zerbi, il va faire du De Zerbi ball. En plus, il y a cette connexion anglaise avec Greenwood qu'il a connu à Manchester United. Finalement, cette saison, c'est 17 matchs, 3 buts, 0 passes décisives, 948 minutes jouées. Donc c'est le 13e joueur utilisé cette saison, et surtout, je regardais dans les gros matchs, notamment en Ligue 1, contre Paris, Lille et Monaco, il est remplaçant. Contre Lens, qui est l'actuel leader de Ligue 1, il joue que 16 minutes. C'est vraiment dommage parce que je pense que pour le coup, il avait les principes de jeu de Roberto De Zerbi, d'autant plus qu'en début de saison, il commence à dire De Zerbi qu'il ne le fait pas jouer pour des raisons tactiques, des raisons sportives, et on s'aperçoit, malheureusement, j'ai l'impression que il a tout simplement pas le niveau ou le niveau d'exigence de Roberto De Zerbi. Ça bosse pas assez défensivement, ça fait pas de différence offensivement, ce qu'on lui demande en priorité. Je rappelle qu'il est international anglais, 4 sélections avec l'Angleterre à 24 ans. Angel Gomez, il n'est plus appelé, pas appelé par Thomas Tuchel en ce moment. Votre coup de cœur marseillais, Rémi?
Alors moi c'est mon coup de cœur Marseille, c'est Paixão, ouais, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Il est arrivé cet été blessé pour 35 millions d'euros. Alors j'avais très peur en fait de ce prix de transfert parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu noyé par cette somme. Au final, quand on regarde ses statistiques cette saison, c'est 19 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. C'est le troisième joueur le plus utilisé cette saison par Roberto De Zerbi, 1277 minutes. Je regardais surtout, il a pu enchaîner. Alors certes, grâce aussi à la blessure de Ahmed Traoré qui peut jouer à son poste, mais il a marqué des buts importants contre l'Ajax, le Sporting, Toulouse. Il a été autant de fois décisif en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, c'est-à-dire 5 fois, c'est 3 buts et 3 passes en Ligue 1, c'est 4 buts et 1 passe en Ligue des Champions. Je trouve que c'est un joueur qui fait pas vraiment de bruit, mais qui est assez efficace. Je pense notamment aussi à sa performance à Metz, où c'est lui qui débloque la situation et qui permet justement à Marseille d'aller gagner là-bas. Alex, t'es d'accord, Paixão, ou tu fais un autre choix? Moi, si on me parle vraiment coup de cœur au sens littéral du terme, je dirais Robinho Vaz. Parce que c'est un joueur qu'on n'attendait pas, c'est un jeune joueur, il symbolise la politique de post-formation de l'OM. Quand il est entré en jeu, il a saisi sa chance, il a été décisif, il est efficace, il amène de la folie. Alors après, attention, je mets un petit bémol. On a l'expérience, on a connu l'expérience Bamba Dieng, nous à l'OM. Ouais. C'était un joueur qui avait des qualités, mais qui était brut de décoffrage. Je pense que Robinho Vaz est au-dessus. Je peux me tromper. Après Bamba Dieng, on en a trop fait. Le public en a trop fait. Quand il est entré en jeu, on aurait dit que c'était Didier Drogba qui était attendu. Et j'ai vu ça par moments, notamment contre l'Atalanta. Quand Vaz s'apprête à entrer en jeu, il y a eu le stade qui s'est enflammé. Et on se dit, c'est Robinho Vaz qui va nous sauver. Et là, il faut pas aller trop loin parce que justement, on risque de le griller. Par contre, il y a des qualités. Il y a quelque chose. On s'attendait pas à ce qu'il joue autant. Bon, évidemment, il profite de la blessure de Gouiri, mais il y a quand même Neil Maupay dans cet effectif qui est encore là. Mais c'est Robinho Vaz qui joue. Là, il va jouer vraisemblablement ce week-end vu qu'il y a la CAN et que Gouiri n'est pas encore remis et Aubameyang n'est pas là. Il a quelque chose, ce joueur, il a quelque chose et c'est une réussite de la politique voulue par Mehdi Benatia. Donc sur ça, Robinho Vaz, voilà, c'est un coup de cœur. Voilà, je trouve c'est bien quand on le jeune. Voilà, maintenant il faut vraiment bien l'accompagner pour pas qu'il se grille. Voilà, Robinho Vaz, pour toi Alex, Igor Paixão pour Rémi Paixão. Moi je demande encore un peu de voir. Oui, bien sûr. C'est un joueur de fulgurance pour l'instant, on va voir s'il y a un peu plus d'épaisseur. Après, pour dévoiler un petit peu les coulisses, quand Alex a dit que Robinho Vaz c'était son coup de cœur, je me suis dit bah oui, moi aussi c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais Paixão, j'aime bien aussi ce qu'il a fait par rapport justement à son statut de recrue la plus chère. On verra s'il y a une variété également dans son jeu offensif, Igor Paixão. Je demande à voir encore une fois. Justement, quels sont les joueurs que vous voulez voir briller en 2026 ? Quels sont les joueurs à suivre pour vous côté marseillais, Rémi ? Moi, ce serait Amine Gouiri parce que je l'attends beaucoup, parce qu'il va permettre d'avoir plus de solutions en attaque. J'avais aimé ses 6 premiers mois à l'OM. Évidemment, son début de saison était un peu plus compliqué. Il avait marqué qu'un seul but. C'était d'ailleurs face à Metz et c'était avant de se blesser. On vous a fait un petit comparatif d'Amine Gouiri sur sa première partie de saison avec l'OM en 2025, vu qu'il arrive en janvier. C'est 14 matchs, 10 buts, 3 passes décisives et 1052 minutes. Cette saison, donc depuis août, c'est 7 matchs, un petit but, une passe décisive et 395 minutes de jeu. Alors, il ne faut pas oublier évidemment qu'il s'est blessé pour une assez longue durée. Moi, j'ai envie de le voir parce que c'est un joueur qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi dans les principes de jeu. Il est technique, il sait jouer à plusieurs postes. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce qu'en plus, il y a la perspective de la Coupe du Monde 2026 avec l'Algérie. Donc, il va devoir performer pour montrer qu'il a sa place en sélection. Et puis voilà, c'est un joueur qui quand même offre pas mal de solutions et que j'ai hâte de revoir. C'est un joueur. Tout à l'heure, Alex, tu as parlé de Greenwood qui a en grande partie envoyé Marseille en Ligue des Champions cette saison. Gouiri aussi en fait partie, c'est l'autre atout offensif hyper important sur les derniers mois, voire dernières semaines de l'OM la saison dernière. Voilà, ça raconte aussi l'importance de son absence pendant ce début de saison. Gouiri, alors on en faisait des débats au début de saison, il était là, disponible, et pas titulaire. Oui. On avait du mal à comprendre ce que De Zerbi lui reprochait également. Alex, qu'est-ce que t'en penses toi de l'apport que... Alors, j'en pense que finalement sa blessure peut peut-être lui avoir fait du bien. Parce que s'il n'avait pas été blessé, il aurait sans doute perdu sa place assez régulièrement, comme ça commençait face à Aubameyang. Et là, il va revenir, il sera en forme physique. Parce que la carrière de Gouiri, elle est quand même faite de haut et de bas. Quand même. Nice, Rennes, il y a eu des très hauts et des très bas. Et en fait, je me dis que peut-être qu'il a
que le moment où il aurait été bas à l'OM, c'est ce moment où il est blessé et qu'il va revenir haut. Enfin, je suis plutôt optimiste dans ce cas-là, quoi. Donc, moi, j'ai envie là, on est, puisqu'on est sur l'infirmerie, moi, j'ai envie de suivre aussi ce que va donner Medina après quand il jouera. Je sais pas exactement encore quand il jouera, par contre. Mais voilà, ce sont des joueurs qui. Gouiri, on l'attendait vraiment parce qu'il a été fabuleux. Là, c'est en fait en deuxième partie de saison quand il est arrivé la saison passée. On l'attendait cette saison. Bon, Aubameyang a fait le job. Medina a été recruté. Il est blessé. Bon, il va finir par jouer un jour. Balerdi. Partie de saison, mais. Et Balerdi, Alex, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'il est un peu fragilisé par De Zerbi actuellement, qui en attend plus. On se demande jamais si, dans ces cas-là, un entraîneur parle comme ça d'un joueur. C'est pas pour lui faire comprendre, écoute, garçon, t'es moins indispensable. Tu passes de capitaine à remplaçant. Peut-être falloir penser à aller voir ailleurs, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, toi? Moi, je pense que Balerdi, l'OM aurait dû le vendre l'été dernier. Eh oui. Je pense que sa cote était au plus haut l'été dernier et que c'était peut-être le moment. Après, sportivement, ça aurait été dur. Il symbolise beaucoup de choses à l'OM. C'est le capitaine. Il a des hauts, il a lui aussi des très très bas, quoi. Et on peut pas dire qu'il fasse une première partie de saison grandiose. Je pense qu'il aurait dû partir l'été dernier. Et maintenant qu'il a un peu faibli et qu'il n'est pas titulaire, ce serait dommage de peut-être de le vendre maintenant s'ils sont pris un peu baissé. Je connais pas sa cote, je connais pas les offres. Alors après, l'été dernier, il n'y a pas eu non plus flopé d'offres pour lui. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi c'est aussi pour ça qu'il est là. Hein. Mais il avait fait une très bonne saison et je me demande s'ils n'ont pas raté le coche. T'en penses, Rémi? Au contrat jusqu'en juin 2028. Donc, il a prolongé il n'y a pas si longtemps. Voilà. S'il doit partir, ce serait effectivement cet été, peut-être, pour avoir quand même un peu de sous. Après, le poste de défenseur à Marseille, dans ce que demande Roberto De Zerbi, c'est pas le même métier que dans d'autres équipes. Qui plus est avec le brassard de capitaine. Alors après, c'est sûr qu'on a beaucoup pointé du doigt le fait qu'il prenne beaucoup de cartons en début de match, ce qui ne l'aide pas non plus à jouer dans les meilleures conditions, puisqu'il est obligé d'adapter sa manière de jouer et de défendre. Maintenant, effectivement, je pense que Balerdi, pour service rendu, on va dire d'un commun accord, il pourrait partir cet été. Je trouve que, entre guillemets, ce serait pas plus mal dans le sens où lui, il est encore jeune, parce que je crois qu'il a 25 ans, 26 ans. Donc, il a encore peut-être un gros contrat ou un gros club à aller chercher, puis Marseille pour récupérer de l'argent dessus. Voilà les gars, on a balisé, on a fait le tour de cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille. On espère que la deuxième sera encore plus brillante, à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Aller chercher la qualif pour la prochaine C1 et pourquoi pas aller un huitième, voire un quart de finale. Pourquoi pas? À Marseille, tout est possible. Tout est possible. Merci Alex Jacquin de la Provence. Merci à vous. Rémi Dumont de la rédaction RMC Sport. Merci également à toute l'équipe tout le monde qui a préparé ce nouveau numéro. Ouais. Et des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Bonne fête à toi aussi. Un joyeux Noël. Bonne fête à vous aussi. Merci Alex, à très vite. Bye bye. RMC After Marseille.